Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour le rendez-vous du grand Likita, le débat de Radio Mangembo, spécial RDC. Nous sommes aujourd'hui avec M. Jacquemain Chabani. Bonjour Jacquemain Chabani. Bonjour, merci d'être avec nous. Jacquemain Chabani, vous avez eu un parcours assez particulier pour un jeune. Vous avez dirigé en tant que secrétaire général du DPS. Aujourd'hui, vous êtes candidat indépendant sur l'EMBA. Qu'est-ce que vous allez apporter aux jeunes et à la commune de l'EMBA? Toujours le même dynamisme, toujours les mêmes idées de changement, parce que je reste la même personne. C'est vrai, candidat indépendant, mais toujours membre de l'UDPS. Je crois que le scrutin électoral, le scrutin proportionnel qu'a choisi notre pays, doit amener les acteurs politiques et les grandes formations politiques à mettre sur place des stratégies leur permettant de réussir les échéances électorales comme il se doit, c'est-à-dire de rafler le plus grand nombre de sièges. Et moi, j'inscris ma candidature sur ce label d'indépendant en tant que stratégie, comme une stratégie électorale qui devra faire du bien à mon parti, l'UDPS, mais aussi à tous ces Congolais qui aspirent au changement, qui aspirent à la démocratie, à l'état de droit et au progrès social. En 2011, beaucoup de candidats sont sortis avec des logos 7 comme soutien Etienne Tshisekedi ou des candidats tshisekedistes. Vous serez quel type de candidat indépendant? Je serai Jacquemain Chabani, membre de l'UDPS, candidat indépendant, le même qu'en 2011-2010, une personnalité de constance pour le changement et la démocratie. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en 2011, il y a eu un groupe de collègues politiciens qui étaient candidats, qui ont utilisé ce label-là et cette stratégie. Je crois que c'était leur stratégie. C'est à l'opinion de juger si ça a été positif, s'ils ont été jusqu'au bout. Mais moi, je ne suis pas là pour parler des autres. Je crois qu'il serait mieux de parler de nous-mêmes et du Congo. Donc, c'est dans ce cadre-là que ma candidature est inscrite. C'est-à-dire, je vais me battre pour amener un plus dans mon camp, dans ma famille, et un plus aussi pour ces Congolais qui en ont besoin, qui ont besoin de ce changement. Je crois que la commune de Lemba est l'une des communes phares de la ville de Kinshasa. C'est la commune dite intellectuelle où est située l'université de Kinshasa. Et c'est une commune qui doit montrer l'exemple. Kinshasa s'est exprimé au mois de janvier 2015. Et cette expression doit être martelée et gravée au cours des prochaines échéances électorales, provinciales, nationales et surtout présidentielles de 2016, excusez-moi. C'est vrai que voir Kinshasa se mettre debout comme on l'a vu les 19, 20, 21, 22 janvier, c'est une belle surprise. Vous qui, depuis 2009, avez mené des actions de sit-in contre la CENI et contre certaines mesures du Parlement, est-ce que vous vous attendiez à cela? Pas jusqu'à ce niveau-là. Je crois qu'il faut que nous soyons sincères les uns envers les autres. J'ai participé à ma manière à ces manifestations-là. La population, les Congolais, les Kinois, les Congolais ont dépassé l'entendement de toute la classe politique, qu'elle soit dite d'opposition ou celle qui est au pouvoir aujourd'hui. Personne ne s'attendait à ce niveau d'engagement. Et je crois que pour nous politiciens, ces événements sont une interpellation. Que ce soit ceux de l'opposition, mais beaucoup plus encore pour ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui veulent s'incruster malgré tout. Donc moi, c'est une interpellation formidable. C'est-à-dire que le peuple nous dit nous pouvons aller au-delà de même que ce que vous attendez de nous. Et je crois qu'on doit le retenir. C'est vrai, nous avons constaté, comme les organisateurs de cette dynamique-là de janvier 2015 ne s'attendaient pas à cela, nous avons constaté que le leadership était absent pour bien mener ces manifestations et les canaliser jusqu'au bout. Et je crois que mon parti, nous, membres de l'UDPS, nous portons une certaine responsabilité. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire et se corriger. C'est ainsi que je suis de ceux qui pensent que nous devons intérioriser ce message et ce signal fort
nous lancée par le peuple congolais en janvier 2015. Ce n'est pas que les Quinois qui ont manifesté, c'est toute la République qui s'est exprimée avec un message très clair. C'est-à-dire quoi? On en a marre. On ne veut plus de tergiversations. On veut avoir des élections organisées dans les délais constitutionnels. Le grand message de janvier 2015, c'était l'article 220 de notre Constitution, le respect des délais constitutionnels en ce qui concerne le mandat du président de la République. C'est un grand message sur lequel nous devons tous nous asseoir, veiller à ce qu'il soit respecté. Et l'avertissement, je crois que c'était l'article 64 de la Constitution. Le peuple nous prévient qu'il ne se laissera pas faire. Et nous, classe politique, nous devons faire attention à ce genre de message, de manière à ce que nous puissions ensemble faire en sorte à ce que la stabilité, la paix, la démocratie soient garanties à ce peuple-là. En tout cas, vous vous êtes engagé pour une vraie action politique, démocratique, mais est-ce que tous les partis, vous le dites, c'est une interpellation? Est-ce que nos partis politiques ici en RDC sont inscrits dans une vraie démarche démocratique, aussi bien en interne, entre eux, que dans leur rapport avec les autres partis adverses? Je crois que c'est un challenge. La démocratie est un challenge pour la société congolaise dans son ensemble. Et l'analyse que je fais personnellement, je doute fort de me tromper, c'est un problème culturel derrière lequel nous courons et que nous cherchons à régler. Nos ancêtres, les pères de l'indépendance, se sont battus pour que le Congo soit indépendant. Nous avons arraché cette indépendance en 1960 et depuis ce jour-là jusqu'à nos jours, nous nous battons pour la démocratie. Et comme vous l'avez sous-entendu dans votre question, c'est vrai, c'est une réalité. La démocratie ne sera possible que si l'instrument primaire qui peut faire qu'une société soit démocratique vit réellement la démocratie. L'instrument primaire, c'est lequel? C'est les partis politiques. On fait un constat malheureux dans notre pays. Nous avons plus de 400 partis politiques, mais il est difficile de trouver parmi ces 400 partis politiques un qui vit réellement la démocratie en interne. Et avec beaucoup d'amis, collègues politiciens, nous nous sommes engagés depuis un certain temps pour faire en sorte à ce que, avant tout, au niveau des partis politiques, au niveau de nos partis politiques, la démocratie soit une réalité. Ce qu'on appelle la démocratie interne des partis politiques. Parce que aussi longtemps que nous n'aurons pas des partis politiques qui vivent pleinement en interne la démocratie, c'est un leurre de croire qu'un jour vous aurez de la démocratie au niveau de la société civile, la société publique, au niveau de l'État. Moi, je suis de l'idéologie socio-démocrate. Chez nous, les socio-démocrates, nous avons un principe, excusez-moi, qui guide nos actions. Un principe qui se résume entre comment je peux m'expliquer? On dit qu'il y a une corrélation entre l'objectif et le moyen. L'objectif, c'est la démocratie. L'objectif, le moyen doit être égal à l'objectif. Sans moyen démocratique, vous n'obtiendrez jamais la démocratie. Sans parti démocratique? Sans parti démocratique, vous n'obtiendrez jamais la démocratie. Moi, quand j'échange avec les différents collègues acteurs politiques et surtout chefs de partis politiques, j'aime beaucoup les interpeller dans ce sens-là. Il faudrait que nous puissions faire tous en sorte que nos organisations politiques soient d'abord démocratiques. Ceci permettra au peuple congolais, à la République démocratique du Congo, de vivre un jour réellement la démocratie. Parce que les instruments antidémocratiques, c'est ce que nous avons vécu depuis 60. Depuis 60, le Congo a eu le malheur de n'être géré que par des instruments, des organisations politiques antidémocratiques, qui ne vivent pas la démocratie en elle-même. Et c'est un leurre de croire qu'un antidémocratique, qu'une organisation antidémocratique pourra un jour faire de la démocratie pour les autres. C'est un leurre. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, un peu comme dit Obama, sortir des hommes forts pour se doter de structures fortes?
Oui, nous n'avons plus besoin d'hommes forts. Je crois que l'époque des hommes forts, c'est 60, après 60, après les indépendances, c'était pour stabiliser les pays qui venaient à peine de se créer et de s'organiser. Ils ont joué leur rôle et on peut peut-être dire d'une certaine manière bravo pour le peu de bien, permettez-moi de le dire, le peu de bien qu'ils ont fait aux différentes sociétés. On n'en a plus besoin. Nous avons besoin aujourd'hui des organisations fortes qui laisseront passer les hommes. Mais les organisations resteront pour faire progresser leur nation. Et c'est des organisations démocratiques. Il n'y a que des organisations démocratiques qui peuvent être stables et fortes. Parce que les organisations antidémocratiques sont faites à l'image d'un individu. Le fameux homme fort, entre guillemets. C'est du passé. Il faut qu'on passe à autre chose. J'espère que votre message est compris. Jacquemain Chabani, je rappelle qu'aujourd'hui vous êtes candidat indépendant sur la commune de Lemba pour les provinciales, comme futur député provincial. Nous souhaitons d'ailleurs que vous soyez élu. Merci. Vous avez eu une expérience très forte en tant que secrétaire général de l'UDPS. Vous étiez très jeune lorsqu'on vous a confié cette charge. Qu'en avez-vous retiré? Gérer une structure de cette dimension et être vraiment le secrétaire général d'un parti comme celui-là? Beaucoup d'expérience et je peux même dire de très bonnes expériences. Il faut dire qu'en un laps de temps, j'ai eu la fonction de secrétaire général. Je ne gérais pas seul d'ailleurs, parce que le président Tshisekedi était là au fil de moi. C'était le plus visible quand même. Oui, et puis avec moi, il y avait toute une équipe de collègues, membres de la présidence. Mais vous avez soutenu des débats quand même à la télévision, oui, exactement, qui restaient mémorables. Mais je crois qu'il faut aussi retenir que c'était un travail d'équipe. Il y a beaucoup d'amis avec qui on a fait du bon travail et qui ont participé à cela. Comme je disais tout à l'heure, une très bonne expérience, une riche expérience. Je crois qu'il est difficile pour moi d'étaler comme ça. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup appris, ça m'a ouvert les yeux. Je ne vois plus le monde politique, la société congolaise comme je la voyais avant d'avoir occupé ces fonctions et fait ce parcours-là. Aujourd'hui, je vois le monde autrement, mais toujours dans la même direction, toujours avec les mêmes objectifs, toujours avec la même détermination et toujours avec le même esprit. Parlons des enjeux. Il y a un enjeu qui est quand même très important. Le président Joseph Kabila a organisé des consultations pour un éventuel dialogue avec la classe politique congolaise. Beaucoup y sont allés, mais beaucoup d'autres aussi ont refusé d'y aller, notamment l'UDPS. Or, vous dites que vous voyez les choses d'un autre regard. Quel aurait été votre manifestation, votre point de vue, si vous aviez été invité, ne fût-ce qu'en tant qu'indépendant, à ces consultations? Non, d'abord par respect à mon parti. Je ne pouvais pas désobéir à la ligne du parti, donc ça c'est de prime abord. Mais aussi, je dois vous dire que je n'ai jamais soutenu cette question de dialogue en ce moment-ci. De quelque manière qu'on en parle. Moi, j'estime qu'il y a eu un mandat, il y a eu des élections en 2011 qui se sont passées comme elles se sont passées, conclues par un hold-up électoral. On s'est imposé à la tête du pays après avoir fait couler le sang des électeurs. Ce sont des faits politiques. Les années passent, le mandat coule, nous arrivons à la fin du mandat. L'échec du gérant ou du régnant est son échec personnel. Mais le plus important, c'est le respect des textes. Parce que, comme je l'ai dit, comme nous l'avons dit ensemble, je crois tout à l'heure, ça a été compris par nos téléspectateurs, c'est le temps de mettre sur pied des institutions fortes. Et cela ne peut se faire que par ce qu'on appelle un état de droit, le respect des textes. Il ne faut pas marcher sur les textes à tout moment pour satisfaire des individus. Donc le mandat est terminé, je ne vois pas pourquoi il faudrait nous amener à un dialogue qui, à l'œil nu, se fait comprendre par une tentative de glissement. Donc je n'aurais pas répondu à cette invitation pour cette raison-là encore, c'est la deuxième, mais aussi parce que je ne fais pas confiance à M. Kabila. Je ne crois pas que M. Kabila a la capacité
mais aussi la volonté de pouvoir dialoguer pour l'intérêt du Congo et du peuple congolais. Et je me méfie de cette personne et je crois que j'en ai droit. Et pour cette raison-là aussi, qui est la troisième, je n'aurais pas mordu à cet hameçon. Pour vous, ce dialogue n'a pas d'intérêt? Non, il n'a pas d'intérêt. Ça va nous amener dans des complications inutiles. Nous avons une constitution, nous avons une histoire politique. L'histoire la plus récente, c'est les élections 2011, qui se sont mal terminées malheureusement par la volonté d'un groupe de Congolais qui ont voulu s'imposer au pouvoir par la force. Ils sont là, mais la constitution aussi est là. La constitution avec un calendrier. Le mandat prend fin. Et encore plus, les Congolais se sont exprimés en janvier 2015 sur cette question. D'accord. Si le message principal des Congolais, si M. Kabila s'était prononcé bien avant le mois de janvier sur son entendement de l'article 220, sur sa personne en tant que président en fonction aujourd'hui, sur oui ou non va-t-il se présenter aux prochaines élections, sur oui ou non son gouvernement est-il en mesure d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, il n'y aurait pas eu ces manifestations. Il n'y aurait pas eu autant de morts comme on en a recensé en janvier 2015. Il n'y aurait même pas eu cette affaire de la fosse commune de Maluku. Le sang a coulé. Ayons au moins un minimum de respect pour ces martyrs congolais. Leur sang a coulé parce qu'ils ont voulu s'exprimer librement, démocratiquement, pacifiquement, dire à la classe politique congolaise: nous tenons au respect de l'article 220 de la Constitution. Et évidemment, il y a ce calendrier électoral que la CENI a publié, et quand on dit que beaucoup s'accordent à reconnaître qu'il est difficilement réalisable. On parle de glissement, on dirait presque qu'on y est dans ce glissement. Est-ce qu'il ne serait pas temps justement de se donner des garde-fous en cas de glissement, de débordement sur ce calendrier? C'est peut-être ça qui expliquerait le dialogue. Il ne faut pas nécessairement un dialogue dans le format voulu par cette volonté, la volonté de certains politiques égoïstes pour régler ces questions-là. Depuis au lendemain du dialogue intercongolais, c'est-à-dire 2006, les premières élections, 2011, les deuxièmes élections, c'est une réalité. Le Congo, la République démocratique du Congo, organise des élections dans un environnement conflictuel. Elle organise des élections dans un système d'exception. C'est-à-dire que les élections ailleurs, dans les pays stables et assez évolués, sont organisées par l'administration publique qui dépend du ministère de l'Intérieur. Chez nous, ici, c'est CENI. C'est des situations d'exception. Qui perdurent. Et qui perdurent, qui auraient dû trouver règlement si... Après 2006. Oui, oui. Si nous avions un gouvernement responsable. Cet environnement voudrait quoi? Voudrait que il faut rassurer les différents... Il faudrait rassurer les différents partenaires du processus électoral. Les différents partenaires du processus électoral, c'est qui? C'est la classe politique, c'est la société civile et c'est le pouvoir organisateur. Et comme on devait le faire en 2011, comme ça doit se faire aujourd'hui, il faut mettre sur pied et veiller à ce qu'il y ait un cadre de concertation sur toutes ces questions électorales. Un cadre de concertation, c'est quoi? C'est que c'est les délégués de ces différentes... Ça existe, ce cadre? Oui, il existait... Avec la CENI? Il existait même en 2011. Oui. Mais je me rappelle, j'ai très bons souvenirs, le pasteur Ngoï Moulunda avait fait la tournée de tous les partis politiques avec un discours suffisamment clair. Il avait reçu nos réactions, c'était sur toujours le calendrier, et il devait revenir vers la classe politique pour qu'ensemble nous puissions conclure et publier. Il avait, à cette époque-là, unilatéralement mis fin à ce cadre de concertation, en prenant des décisions qui devaient s'imposer à tous. Est-ce que vous craignez qu'on soit déjà dans ce même schéma aujourd'hui? Nous sommes pratiquement dans ce même schéma.
Mais je crois qu'ici, le plus important que nous devons retenir, nos classes politiques, et surtout la société civile, les mouvements citoyens et le peuple congolais, c'est que des élections dans des régimes comme les nôtres, dans des pays comme les nôtres, ne sont jamais offertes sur un plateau d'or. Les élections libres, transparentes et démocratiques, elles s'arrachent. Je reste convaincu que si en 2010, nous n'avions pas mis sur pied la dynamique qui avait entouré principalement la candidature du président Tshisekedi, une dynamique qui avait d'ailleurs pour soubassement premier la diaspora congolaise, parce que tout était parti de l'extérieur où il s'y trouvait. Si nous n'avions pas mis sur pied cette dynamique-là, je ne crois pas qu'il y aurait eu élection le 28 novembre 2011. Parce que Ngoï Mulunda et ses mentors, c'est-à-dire le régime Kabila, ne voulaient pas de ces élections. Ils n'étaient pas prêts à... Et vous avez l'impression que c'est la même chose aujourd'hui? C'est la même chose. Que Malou Malou ne veut pas d'élection en 2016. Ils ne veulent pas de ces élections parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. C'est maintenant à nous, parce que moi j'estime que c'est le seul moyen que nous avons, et c'est le meilleur d'ailleurs, c'est un moyen démocratique qui nous permet de changer de régime. C'est maintenant à nous, politiques, et surtout à la population, de réfléchir et de veiller à voir comment faire en sorte pour arracher ces élections. Non seulement arracher la tenue de ces élections, mais veiller aussi à ce qu'elles soient libres, transparentes et démocratiques. J'estime qu'avec ce moyen-là des élections, les premières en 2016, je suis membre de l'UDPS, nous les avions boycottées en 2006, excusez-moi. Oui. Les premières en 2006, les deuxièmes en 2011, et les prochaines qui arrivent, et il y en aura d'autres, nous atteindrons nos objectifs. Nous sommes une jeune nation, le Congo est une jeune nation, nous n'avons que 50 ans d'âge. Nous y allons par ce qu'on appelle le principe de essai-erreur. Et à chaque fois, on corrige davantage. Je doute fort qu'ils seront en mesure d'exécuter les stratagèmes de tricherie qu'ils ont exécutés en 2011, cette année-ci et l'année prochaine. Bien encore plus, cette année-ci, nous avons, du moins l'année prochaine, nous avons avec nous un atout de massue majeur, c'est la Constitution, c'est l'article 220. C'est que déjà, nous sommes garantis que l'actuel gérant n'est plus dans la course. Non, en tout cas, Jacques Chavani, vous êtes notre invité pour ce Grand Likita. Je rappelle quand même que vous êtes candidat indépendant. Ça veut dire que quelque part, vous vous inscrivez dans ce calendrier, même si vous en doutez de la possibilité, de la force du gouvernement à l'exécuter. Je m'inscris dans ce calendrier et dans ce processus dans un objectif de revendication. Je m'y inscris parce que c'est pour moi un moyen politique. Donc d'être là. D'être présent. Contre la chaise vide. Non, c'est pas une question de chaise vide. D'être présent et de pouvoir communiquer avec le peuple congolais. D'être présent et de pouvoir interpeller chaque jour, parce que la pré-campagne a déjà commencé, chaque jour les citoyens congolais sur la nécessité d'arracher des élections, mais aussi de se garantir de leur liberté, de leur caractère libre, démocratique, transparent, juste. Moi, je n'ai jamais eu des cadeaux dans ma vie. J'ai toujours appris à me battre. C'est comme ça que mes parents m'ont éduqué. Et je veux partager cela avec mes concitoyens, qu'ils apprennent à ce que la vie est un combat. Et pour qu'on réussisse, il faut qu'on se batte. Et pour ce faire, je suis démocrate et je crois que les élections sont le moyen, le meilleur pour nous, pour mettre fin à la gabégie que connaît le Congo. Pour ce faire, je dois être présent sur le terrain. Je me positionne au provincial aujourd'hui, mais je crois que l'objectif premier pour nous tous Congolais, c'est 2016. Et 2016 ne va pas commencer en 2016. Nous sommes déjà en retard. Donc, on doit commencer 2016 dès aujourd'hui. Et les provinciales, pour nous, c'est un moyen de garantir 2016. Merci Jacques Chavani d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier.